Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce forum Mickey de la commission Mickey du CREG. Nous en avons pour une petite heure. Sur ce plateau, comme modérateur, vous avez Anne Laurin de Paris, Guillaume Bonneau de Toulouse et Pierre-Adrien d'Albiès. Nous allons donc faire ce symposium qui sera suivi de deux petits symposiums Mickey. Et pour ne pas perdre de temps, je vais commencer avec Guillaume Bonneau qui va nous parler des nouveaux algorithmes anti-TNF, vedolizumab et ustekinumab dans les Mickey. Guillaume, tu as la parole. Alors je suis ravi de vous présenter les nouveaux algorithmes de l'utilisation des biothérapies dans la RCH. Nous avons donc, voici mes conflits d'intérêts, nous avons donc revoté les algorithmes de prise en charge des Mickey, notamment de la RCH, avec un groupe d'experts cette année. Les modifications, il n'y en a pas avant l'utilisation des biothérapies, toujours essayer d'augmenter les doses des 5-ASA. En cas d'échec ou de forme sévère, on passe à la corticothérapie orale, et c'est quand on est en échec de la corticothérapie orale qu'on va discuter les immunosuppresseurs ou les biothérapies. Ce qui a donc changé, c'est d'abord sur l'utilisation des immunosuppresseurs en cas de corticodépendance. Il n'y a plus de consensus entre l'utilisation d'immunosuppresseurs ou d'une biothérapie. Le deuxième changement, c'est que si vous choisissez une biothérapie de première ligne dans une forme corticodépendance, la majorité a voté pour l'utilisation du vedolizumab. Je vais vous l'argumenter en suivant. Ensuite, bien sûr, en cas de corticorésistance, c'est des formes qui sont presque à la limite de l'hospitalisation, et donc on va choisir les molécules les plus efficaces rapidement, qui sont les anti-TNF IV en combothérapie. Alors pourquoi avons-nous voté en première biothérapie dans les formes de RCH modérées à sévères non hospitalisées le vedolizumab par rapport à l'adalimumab qu'on avait l'habitude d'utiliser? C'est suite à cette étude Varsity qui a comparé, première étude face-face, qui a comparé l'ADA au vedolizumab. Alors voici les résultats qui, comme vous voyez, sont assez significatifs, avec une différence en effet significative globalement, que ce soit en rémission clinique ou en amélioration endoscopique. On passe de 22 sous adalimumab en bleu à 31% et 39% avec le vedolizumab en rouge. Cette différence est très significative chez les anti-TNF, les biothérapies naïves qui n'ont pas reçu d'anti-TNF. Par contre, en cas d'échec d'anti-TNF, il n'y a plus de différence significative. Donc, on peut maintenant vraiment personnaliser notre choix thérapeutique dans les RCH concernant la première ligne de biothérapie. On avait clairement l'utilisation déjà selon un profil patient, puisque chez des personnes âgées avec des antécédents de cancer, des antécédents d'insuffisance cardiaque, on n'utilisait pas les anti-TNF et on passait donc déjà au vedolizumab. Par contre, si on a des manifestations extradigestives, il nous faut une molécule qui ait une action systémique, et donc ça reste à la place des anti-TNF. En seconde ligne, on utilisera les anti-JAK ou le ustekinumab. Par contre, le gros ventre mou, qui est notre utilisation principale des biothérapies, c'est les RCH modérés à sévères sans manifestation extradigestive. Et bien là, clairement, maintenant, il faut utiliser en première ligne le vedolizumab, et en seconde ligne, on aura le choix entre les anti-TNF, l'ustekinumab ou les anti-JAK. Par contre, il y a une nuance à bien comprendre, c'est quand on est dans les formes sévères qui sont presque à la limite de l'hospitalisation, par exemple les corticorésistances, et bien là, il nous faut une action rapide sur la masse inflammatoire. Faut éviter l'hospitalisation et l'évolution vers une colite aiguë grave, donc il faut utiliser des anti-TNF. Et bien sûr, dans la colite aiguë grave, là ça ne se discute pas, c'est les anti-TNF IV, l'infliximab. Alors il y a probablement une évolution qui va apparaître en 2021, c'est qu'on va pouvoir disposer de l'infliximab en sous-cutané, et donc visiblement on va switcher nos habitudes d'utilisation de l'adalimumab vers cet infliximab sous-cutané, parce qu'on sait que l'infliximab est 2 fois plus efficace que l'adalimumab dans la RCH, et le fait qu'il soit moins immunogène par voie sous-cutanée va nous permettre de l'utiliser avec plus de sécurité d'utilisation. Alors, je vous ai montré l'étude face-face, mais on avait déjà ces méta-analyses en réseau qui poolent toutes les études randomisées, et donc clairement, on voit bien qu'en première ligne, chez des biologiques naïfs, c'est clairement le choix entre vedolizumab et l'infliximab, comme je viens de vous le dire, et c'est finalement la sévérité de la maladie ou les manifestations extradigestives qui vont nous faire choisir entre le vedo ou l'infliximab. Et ensuite, par contre, quand vous êtes en cas d'échec d'anti-TNF, vous voyez que là, c'est plus du tout les mêmes molécules qu'il faut utiliser. Les meilleures molécules à utiliser sont le tofacitinib
et l'ustekinumab. Alors, parlons un petit peu du tofacitinib. Le tofacitinib est clairement efficace en induction et en entretien dans les RCH. Vous voyez, comme la plupart des biothérapies, dans des critères très stricts qui sont la rémission clinique, 20% d'efficacité. Et quant à 1 an, vous regardez chez les répondeurs initiaux, 40% sont en rémission clinique, et principalement en cas de patients en échec d'anti-TNF, il faut utiliser la dose de 10 mg matin et soir. Je vous rappelle que c'est une voie orale. Ensuite, quand on regarde les effets secondaires, c'est une molécule qui va agir sur la production de divers cytokines, donc il y a un effet immunosuppresseur. On voit qu'on a une augmentation du risque de zona de 10%. Bien sûr, on peut utiliser le Zelitrex, et puis surtout, on va disposer d'un vaccin non vivant qui nous permettra de limiter cet effet secondaire. On avait beaucoup de craintes à propos du risque cardiovasculaire, car le tofacitinib entraîne une élévation modérée des lipides, mais elle est réversible et sans augmentation du risque cardiovasculaire. Enfin, le principal problème, comme vous le savez, est ce risque thromboembolique. C'est issu d'une alerte qui a fait suite à un essai randomisé post-marketing aux USA, où ils ont pris des polyarthrites rhumatoïdes âgés de plus de 50 ans avec au moins un facteur de risque cardiovasculaire, donc une proportion de patients à risque. Et chez ces patients-là, vous voyez bien que sous tofacitinib à 10 mg matin et soir, vous avez 3 fois plus d'événements avec une mortalité de 0,89% par rapport à 0,27 sous adalimumab, et qui est aussi 2 fois supérieure à l'utilisation du tofa 5 mg x 2. Donc tout ça pour dire que les recommandations de l'EMA nous conseillent d'utiliser avec prudence chez les patients qui ont des facteurs de risque thromboemboliques, et attention à la dose de 10 mg matin et soir qui n'est recommandée que quand on n'a pas de traitement alternatif. Attention au risque infectieux chez les patients de plus de 65 ans. Ce qui fait que on doit utiliser le tofacitinib avec précaution chez les patients avec facteurs de risque de maladie thromboembolique, des événements thromboemboliques qui doivent subir une intervention chirurgicale, infarctus, insuffisance cardiaque, le problème des contraceptifs oraux hormonaux combinés ou d'un traitement hormonal substitutif, et attention à l'âge. Alors, on n'a pas changé par contre de stratégie dans la rectite réfractaire, parce que le problème c'est que dans toutes les études cliniques, les rectites sont exclues. Donc finalement, on va se baser que sur les études de la vraie vie, et on n'a pas encore d'études face-face dans la vraie vie, contrairement aux anti-TNF. Donc on est resté classique, on utilise l'Immurel en première ligne parce qu'on a le temps, et puis si on est en échec de l'Immurel, on va rajouter un anti-TNF. Donc là aussi, on ira probablement vers l'infliximab sous-cutané. Et puis, en cas d'échec, le vedolizumab, on est resté très classique. Alors, un petit message, la combo, c'est que pour les anti-TNF, important comme notion. Vous voyez cette étude, ces 2 études qui ont été présentées à la DDW, où vous voyez qu'il y a exactement la même efficacité, hormis peut-être quelques cas très ciblés, mais enfin, c'est pas une recommandation qu'il faut avoir. Vous voyez qu'il y a la même efficacité en Nustec mono ou combo, Vedo mono ou combo. Alors, en conclusion, je voudrais vous dire que vous avez bien compris, en 2021, on change complètement nos habitudes de première ligne et de seconde ligne. Donc, allons-y. Je vous remercie. Merci Guillaume pour cet exposé. Avant de commencer avec les questions, peut-être une petite remarque. Effectivement, tu nous as bien montré que ce qui était important, c'est de bien définir la sévérité de la maladie avant de prescrire ces lignes de biothérapie, puisqu'effectivement, dans les formes très graves ou sévères, il y a encore une place pour les anti-TNF. Mais dans cette forme, effectivement, modérée, en fonction des antécédents du patient, on va se retrouver maintenant avec 2 possibilités de première ligne, finalement, le vedolizumab. Alors toi, tu étais très vedolizumab, et également encore la place pour des anti-TNF. Oui, c'est exactement ça. Donc, vous savez que le vedolizumab est remboursé en première ligne à partir du 9 décembre, donc cette semaine. Donc, ça y est. Et en effet, pour moi, c'est la sévérité qui va justifier le choix, enfin, les manifestations extradigestives et la sévérité. Je crois qu'il faut avoir cette nuance que quand on a en effet des maladies qui sont corticorésistantes ou qu'on sent que le risque d'hospitalisation est pas loin, il faut choisir l'infliximab. Enfin, pour l'instant encore l'adalimumab parce qu'on n'a pas la voie sous-cutanée, mais pour l'infliximab. Mais quand on aura la voie sous-cutanée de l'infliximab, je crois que ce sera la place de l'infliximab sous-cutané. Voilà.
Effectivement, comme tu l'as dit, dans ces anti-TNF dont on aura le choix, l'étude Varsity que tu n'avais pas évoqué, mais qui sous-entend un peu ce choix de première ligne, dans les anti-TNF qu'on aura en première ligne, l'adalimumab, on aura du mal à le prescrire, dans la mesure où Varsity a montré que le vedolizumab faisait mieux que cette molécule. Il faudra choisir un autre anti-TNF, c'est-à-dire l'infliximab ou le golimumab, et l'arrivée de ce traitement sous-cutané effectivement modifiera nos prescriptions. Alors il y a une question qui est sur le vedolizumab, savoir si ce vedolizumab sous-cutané existe et quand est-ce qu'on pourra le prendre et quelles seront les modalités de ce traitement sous-cutané. Ouais, je crois que tu en parles un peu plus tard. Oui, en effet, le vedolizumab sous-cutané arrive, mais il va arriver après. Il va arriver probablement en fin d'année prochaine. Donc ça aussi, ça va modifier considérablement l'organisation de nos pratiques. On va en parler plus tard. Mais ça arrive, mais pas tout de suite. Donc pour l'instant, on continue à utiliser vedolizumab en intraveineux.